je vais donner d'abord la parole à Adèle. Vous êtes géographe et historienne, actuellement post-doctorante et coordinatrice scientifique à l'Institut Convergence Migration. Vos recherches portent sur les trajectoires migratoires et les dynamiques de mobilité et d'ancrage territorial des sociétés remaniées à travers le monde, et vous avez été commissaire adjointe de l'exposition Monde Tsigane, la fabrique des images du Musée national de l'histoire de l'immigration en 2018. Et en 2021, vous avez publié Géopolitique des Tziganes, des façons d'être au monde entre circulation et ancrage. Pouvez-vous nous faire un point historique et nous expliquer la richesse sémantique dans la désignation des diverses communautés perçues comme Tziganes? Car il est vrai que nous avons tendance à tout mélanger, gens du voyage, Rome, Manu, Shinti, etc. Donc aidez-nous à y voir plus clair. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Je suis très heureuse de participer à cette matinée consacrée à l'anti-tziganisme et aux discriminations. Et donc effectivement, je vais essayer de proposer quelques éléments de réflexion. Ce sera un peu rapide, mais, et je vais surtout traiter de la période allant du 19e siècle à aujourd'hui, mais peut-être qu'après, s'il y a un moment de question, on pourra évoquer une période plus large. Quelques mots peut-être pour commencer donc, autour de l'usage des termes. Ce concept d'anti-tziganisme, il est formé autour du nom de tzigane, un nom qui gravite aux côtés d'autres mots, dans une vraie galaxie de termes au milieu desquels on est parfois un petit peu perdu. Tous les mots qui ont été évoqués dans l'introduction, Rome, Manu, gitan, cité, voyageur, romanichel, bohémien, etc. Et les contours de ces groupes sont flous, et c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas en dresser une cartographie précise. D'abord parce qu'il faut avoir, je pense, avant de commencer à entrer dans le détail, deux choses en tête. Les frontières entre les groupes sont poreuses, parce qu'il y a des histoires de circulation, d'ancrage historique et géographique différenciés, et aussi parce qu'il y a évidemment des circulations entre les groupes, par le biais de mariage par exemple. Et ensuite, parce qu'il faut toujours avoir à l'esprit que les façons d'être identifiées et de se présenter, elles sont souples et elles évoluent de génération en génération, mais aussi au cours d'une vie à l'échelle individuelle, et qu'il faut toujours essayer de penser d'un côté les catégorisations extérieures et de l'autre les sentiments d'appartenance ou les façons de se présenter qui peuvent varier en fonction des périodes, des lieux et des interlocuteurs. Et par exemple, à ce titre, le terme voyageur, qui aujourd'hui est utilisé et revendiqué par un certain nombre de personnes, vient d'une catégorie administrative, donc d'une catégorisation extérieure. Et on voit avec ce terme comment est-ce que les mots peuvent circuler aussi entre catégorisation et sentiment d'appartenance. Ce terme tzigane, il est utilisé comme un terme englobant qui permet de désigner une très grande diversité de populations qui est dispersée à travers le monde. Et son utilisation ne doit pas laisser penser, pour autant, qu'il existerait un vaste ensemble homogène tzigane qui se réunit par des caractéristiques sociales, culturelles, anthropologiques, immuables dans le temps et dans l'espace. L'usage de ce terme permet en fait de désigner des populations qui sont très diverses, qui ont des trajectoires historiques et géographiques différenciées mais croisées, et un socle linguistique commun qui est partagé pour la plupart d'entre eux. Et surtout, en fait, ce terme fait sens aussi parce que ces populations très diverses ont souvent été considérées comme étant appartenant à un même ensemble, et donc à ce titre, elles ont fait l'objet de contraintes, de mesures de répression, de persécutions communes. Et dans ce sens-là, ça fait sens d'utiliser ce terme. L'idée d'une unité tzigane, c'est une construction sociale, savante et politique qu'il importe de déconstruire. Peut-être pour aussi se repérer un petit peu dans ces termes et dans la façon dont parfois la question de l'identité a pu prendre le pas sur l'analyse historique, il est important de montrer deux visions, deux façons de penser justement ces mots tziganes qui ne sont pas dépourvus d'ambiguïté. La première, c'est la vision essentialiste qui considère que les tziganes sont un peuple uni dans la dispersion, donc pas des traits culturels communs. Et l'anti-tziganisme, c'est un des symptômes de ce processus d'essentialisation des populations tziganes. Sa particularité étant qu'il vise une population dont il a lui-même dessiné les contours sur le temps long et dans un mouvement transnational pour construire l'idée d'une minorité transnationale homogène. Et puis de l'autre, il y a une vision qui est la vision constructiviste qui, elle, considère que les tziganes ne seraient pas un véritable peuple, mais plutôt un ensemble d'individus, une population aux contours flous, dont la seule réalité serait issue des stéréotypes qu'on lui applique. Une des conséquences de ces visions-là,
c'est la déterritorialisation de groupes qui sont pourtant profondément ancrés dans des territoires depuis plusieurs siècles. En l'état actuel des recherches historiques, ce qu'on peut avancer aujourd'hui, c'est que les Tziganes sont un peuple européen et méditerranéen à part entière, dans la mesure où ils sont contemporains de la formation et du développement de ces sociétés depuis l'époque médiévale. Et l'utilisation du terme tzigane, finalement, permet de désigner un processus historique européen dans son ensemble. En fait, à la recherche d'une voie médiane entre cette position essentialiste et la position constructiviste, on est plutôt invité à essayer de se tourner vers une définition large et ouverte qui fait des mondes tziganes une catégorie multiforme pertinente. Et là, j'emprunte sa réflexion à l'anthropologue Leonardo Piazzere qui parle de catégorie polythétique. Alors c'est un mot qui paraît un peu compliqué comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant, ce qu'il veut dire, c'est que c'est une catégorie qu'on ne peut pas définir par un caractère commun à l'ensemble, mais plutôt par des combinaisons de critères, un certain nombre de caractères qui changent et qui ensemble font une identité tzigane, je mets des guillemets, en perpétuelle recomposition en fait, dans l'articulation d'héritages familiaux divers, de trajectoires géographiques, et aussi dans les jeux de ces sentiments d'appartenance plurielle, de la diversité des autodéterminations, des façons de se présenter et des catégorisations. Et finalement, la question nous porte peut-être, quand on pense à l'anti-tziganisme, pas tant sur l'objet lui-même que sur la façon d'observer et de regarder cet objet et de le comprendre. Et s'il y a une constante dans l'histoire de ces populations qu'on identifie comme tziganes, c'est les stéréotypes dont elles font l'objet, des images, des idées reçues qui sont parfois positives, souvent négatives, et qui construisent un cadre de référence ambivalent. Les tziganes sont présentés comme des figures idéales, des idéaux de liberté sans attache ni contrainte, mais aussi, en même temps, on leur prête des figures beaucoup moins avenantes dans l'histoire, quand on regarde dans la littérature ou dans tout l'univers socio-culturel. C'est aussi des figures moins avenantes du contrebandier, de l'escroc, du voleur, de l'espion, etc. Et on voit qu'une des particularités de l'anti-tziganisme, c'est l'association dans une sorte de jeu de miroir permanent de stéréotypes, d'images dites positives et négatives. Ces clichés trahissent avant tout la méconnaissance en fait, d'un monde social, économique et culturel d'une grande richesse. Et au tournant du XXe siècle, l'essor de la presse, par exemple, a contribué à la diffusion de ces mythes. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui favorisent de manière accélérée la circulation, notamment de rumeurs infondées, de propos discriminants. Et on voit comment est-ce que ces stéréotypes circulent dans la société, résonnent entre eux, se complètent, se recomposent au fil du temps et des différents espaces qu'ils traversent. Et c'est comme ça que se développe l'anti-tziganisme, qui est un phénomène à la fois social, psychologique, culturel et historique, et qui a comme conséquence la diffusion de préjugés, de processus discriminatoires qui peuvent déboucher sur des violences symboliques ou physiques, et stéréotypes qui servent aussi parfois d'appui à la mise en place de politiques publiques. Et on voit comment les discours politiques et les pratiques administratives peuvent s'inspirer, consciemment ou non, de ces schémas socioculturels, vecteurs d'idées reçues, et les prolongent en leur donnant une réalité législative et réglementaire. Par exemple, pour que ce soit un petit peu plus concret, une des représentations les plus communément admises autour de ces tziganes, mais à chaque fois évidemment des guillemets, c'est l'idée qu'ils ont une mobilité permanente, qu'ils sont toujours d'ailleurs, toujours étrangers. Et on voit très bien dans toute l'histoire, si on prend ne serait-ce que de la fin du 19e siècle à aujourd'hui, comment l'arrivée de groupes étrangers qui ont une mobilité relativement importante focalise le regard et font l'objet d'une surmédiatisation disproportionnée par rapport à leur importance numérique. Quand en 1912, les parlementaires français votent la loi qui met en place des documents d'identité et un dispositif de surveillance et de contrôle particulièrement contraignant à l'égard de ceux qui sont appelés nomades, on voit bien dans les débats préparatoires à la loi que ces parlementaires ont en tête l'image de tziganes apatrides, sans territoire ni ancrage historique. Et les hésitations qu'ils ont à définir justement ce qu'ils entendent par nomade, cette catégorie administrative qu'ils sont en train de créer, montrent bien en fait la gêne qu'ils ont à trouver une identité juridique à cet ensemble qu'ils inventent, une catégorie hétéroclite et diverse qui finalement se rassemble autour d'un mode de vie commun qui est l'itinérance. Quand on regarde aujourd'hui les documents qui sont issus de cette loi, ce qu'on voit sur la réalité en fait, de la circulation de ces groupes,
c'est qu'ils sont particulièrement bien ancrés localement et donc bien loin de l'image qu'avaient les parlementaires en tête de familles qui sillonnaient l'Europe et traversaient les frontières. Cette loi de 1912, elle a d'ailleurs eu des conséquences extrêmement paradoxales, puisqu'elle a d'abord contribué à renforcer la cohésion du groupe familial, puisque en fait le carnet collectif obligeait les familles à voyager ensemble, et qu'elle a paradoxalement d'un côté accru l'intensité de la mobilité, puisqu'elle contraignait à des stationnements de 24 à 48 heures, donc forçait les familles à se remettre en mouvement régulièrement, et a aussi favorisé pour d'autres familles la sédentarisation face à des contraintes trop fortes. Un autre élément que l'on peut voir en observant, enfin, en travaillant sur ces archives, c'est que la mobilité de ces groupes familiaux, elle s'adosse à des pratiques professionnelles spécifiques, qui sont aussi la clé de leur intégration au tissu socio-économique local. Et un autre préjugé à déconstruire, aux côtés de celui d'une mobilité permanente et intense et d'une absence de territorialité, un autre préjugé à déconstruire, c'est celui aussi que ces populations sont sans ressources et sans pratique professionnelle, d'où toutes les idées reçues concernant l'exercice d'activités illégales et le fait que leurs revenus sont généralement toujours entachés de soupçons. Or, quand on regarde les archives issues de la loi de 1912 et celles qui lui sont associées, on voit bien au contraire tout un monde socio-économique et un monde professionnel qui se caractérise par l'itinérance. En 1969, je fais un petit bond, voilà, le temps est compté, mais en 1969, ceux qu'on appelait les nomades deviennent gens du voyage, donc une catégorie administrative qui a un nom tout aussi évocateur sur la question du rapport à la mobilité. Et je voulais juste revenir sur le processus en fait entre justement le passage de la loi de 1912 à celle de 69. C'est un processus qui débute au lendemain de la guerre. Et ce qui est intéressant, à mon avis, pour les questions qui nous occupent aujourd'hui, c'est qu'alors que la loi de 1912 elle établit un contrôle sur les individus, c'est un contrôle qui est nominatif, individuel et collectif, les années 50-60 marquent vraiment un tournant, à mon sens, puisque c'est désormais par le contrôle de l'espace, via la question présentée comme celle du stationnement, mais qui est en fait celle du lieu de vie, et qui conduit à désigner des espaces qui sont spécifiquement réservés à une partie de la population française, alors que, si on simplifie un peu, jusque-là, on pouvait s'installer partout sauf là où c'était interdit, et progressivement, on arrive à ne pouvoir s'installer nulle part sauf dans des espaces qui sont spécifiquement désignés. C'est un tournant, puisqu'en fait, on voit que sans que le contrôle dominatif ne disparaisse, désormais, le contrôle se fait par le biais de l'espace. Et l'étude des archives qui concernent les différents recensements en fait, qui ont eu lieu entre 1946 et 1961, un certain nombre de recensements qui ont abouti ensuite à la loi de 69, ces archives sont très éclairantes pour voir comment se construisent les catégories administratives. Donc les premiers recensements, c'est en 1946, quand le ministère de l'Intérieur demande au préfet de maintenir ce qu'il appelle la stabilisation des nomades, qui était liée à l'internement des nomades dans les camps. Cette stabilisation donc doit se maintenir, et surtout l'idée c'est aussi de redonner très vite des carnets anthropométriques aux gens pour pouvoir maintenir le contrôle et la surveillance. Le rétablissement donc également, ça s'accompagne du rétablissement de l'interdiction de stationnement sur la voie publique par les maires, qui est également encouragé. Je vais rapidement, il y a quasiment chaque année un recensement pendant cette période des populations qu'on appelle nomades, et il y a deux grands recensements en 1960 et 61, et c'est là que je voulais en venir, où on parle désormais de populations itinérantes ou d'origine nomade, et là on voit un glissement imperceptible mais significatif, puisque la pratique effective de la mobilité n'est plus le seul critère de définition, comme ça pouvait être le cas avec la loi de 1912, et désormais la question de l'origine permet une décision beaucoup plus large et essentialiste. Et c'est vraiment un tournant, puisque la loi de 1912, on voit bien qu'elle intègre des noms de cigares. Vous avez des carnets anthropométriques attribués à des marchands chinois ou maghrébins, et puis c'est toute une partie de la population française en fait, qui pratique une activité itinérante. Les différents recensements des années 50-60, eux visent les populations spécifiquement tziganes, dans une définition essentialiste dans toute leur diversité, et considèrent surtout les itinérants, mais aussi les sédentaires. Et c'est là qu'on voit le tournant. Donc pour conclure, parce que je pense que je suis arrivée au terme du temps qui m'était imparti, ce que je voulais souligner avec ce rapide survol de la question des catégories administratives, c'est aussi à quel point la façon de désigner les individus et les collectifs
dit beaucoup des cadres mentaux d'une société, et en l'occurrence de son administration. On voit bien que les termes nomades et gens du voyage font référence à la mobilité, même s'ils créent une population dont les contours sont bien plus complexes, bien plus ambigus et qui ne dépendent pas uniquement de la pratique de l'itinérance. Déconstruire les stéréotypes et avoir recours à l'analyse historique permet d'éclairer les mécanismes de l'anti-tziganisme et au-delà de comprendre aussi les sociétés tziganes en creux et aussi les sociétés européennes. L'ancienneté et l'incroyable résilience de ces clichés montrent bien comment tout un imaginaire socioculturel a pu s'élaborer en Europe sur la longue durée, mais aussi dans une dynamique transnationale européenne, voire à l'échelle du monde entier, en lien avec la construction justement des identités nationales de chaque pays dès le XIXe siècle. Ce sont des images qui se sont donc créées, élaborées en Europe, mais qui ont ensuite circulé hors d'Europe à la faveur de deux mouvements croisés, d'une part celui des migrations européennes et d'autre part celui des mobilités déployées dans le cadre des dynamiques de colonisation. Et c'est ainsi qu'à travers le monde entier, on retrouve les mêmes stéréotypes qui se transposent sans difficulté à des époques et dans des territoires divers et qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup Adèle pour tous ces éclairages. C'est vrai que la notion de gens du voyage comme celle de nomade met l'accent sur l'idée de mobilité. Moi, ce que je ressens aussi dans cette appellation de gens du voyage, c'est la négation aussi d'une individualité aussi. L'idée d'un groupe. Et finalement, je pense que ça contribue aussi quelque part à déshumaniser les gens. Alors après, c'est vrai qu'on a pu avoir tout un débat sur comment appeler les gens à base de gens du voyage. Donc certains disent voyageurs, certains disent français, certains citoyens français itinérants. Monsieur Millet disait appelons les gens comme ils veulent qu'on les appelle. Finalement, c'est la chose la plus simple du monde. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est très intéressant cette question de la sémantique. Je vais laisser à présent la parole à Anthony. Donc, Anthony, vous êtes délégué général du collectif national des droits de l'homme Europe, qui a été créé en 2000 et qui regroupe 50 associations et collectifs locaux qui ont pour objectif commun le soutien et la défense des droits des personnes vivant en bidonville, squat ou autres lieux de survie en France. L'association se donne aussi pour but de combattre toute forme de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine en raison de la nationalité ou d'une appartenance ethnique réelle ou supposée. Donc voilà pour les grandes lignes. Anthony, pouvez-vous nous en dire plus sur votre association et sur les problématiques auxquelles elle est confrontée? Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup pour cette invitation et pour l'organisation de ce colloque. Peut-être dire, vous avez présenté le collectif Rome Europe, qui est une association qui existe depuis bientôt 25 ans, depuis 2000, qui a été construite dans un contexte, qui est née dans un contexte très différent à la fin des années 90, dans un moment où en fait on parlait très peu de ces sujets-là, de ces enjeux-là. Et il y a plusieurs associations, dont Médecins du Monde, qui ont décidé de s'intéresser à ce sujet, notamment via le vecteur, le biais de la santé, et donc ont lancé une recherche-action transnationale dans 6 pays, dont la France, et qui ont rendu les conclusions de ce colloque en octobre 2000. Et ce qu'il y a, en gros, je schématise assez rapidement, mais on s'est rendu compte que les associations en 2000 se rendent compte qu'il y a effectivement un enjeu de santé publique, mais pas que le fait d'avoir des personnes qui vivent dans des bidonvilles a des incidences aussi sur d'autres aspects, la précarité, l'insertion dans l'emploi, l'absence de scolarisation des enfants ou la moindre scolarisation des enfants. Peut-être expliquer un peu le sujet et l'intersection précise que traite le collectif Rome Europe, qui est assez spécifique. Le collectif Rome Europe, il se trouve à un point d'intersection entre la question des bidonvilles, la question de la grande pauvreté et la question des personnes d'Europe de l'Est, essentiellement roms, en tout cas qui se définissent comme tels. En tout cas, c'est dans ce contexte précis que se crée le collectif, et c'est de ce sujet dont je vais parler plus précisément aujourd'hui, en essayant de prendre un peu des pincettes, d'expliquer pourquoi, de faire attention à ne pas avoir des raccourcis particuliers, c'est-à-dire la question des bidonvilles n'est pas celle de la question des personnes roms, ce sont des enjeux différents, mais il se trouve que dans les bidonvilles à l'heure actuelle, il y a
beaucoup de personnes roms, mais pas que, c'est bien plus complexe que ça. Et donc voilà, c'est un peu dans cette intersection. Peut-être quelques chiffres aussi sur la réalité plus des lieux de vie informels, des bidonvilles. On a à l'heure actuelle entre 500 et 600 bidonvilles qui se situent sur le territoire métropolitain, en France métropolitaine, bien plus dans d'autres, en Outre-mer, je pense à Mayotte, à la Guyane particulièrement. Et après, on est bien en peine d'avoir des chiffres précis sur, par exemple, le nombre de personnes roms qui vivent dans les bidonvilles. On ne connaît pas ce chiffre, puisqu'en fait, en France, on ne peut pas manipuler, enfin, en tout cas, la puissance publique ne peut pas manipuler des données à caractère ethnique. Donc la place précise du collectif Rome Europe sur ces enjeux, elle est là, en fait. Donc d'essayer de, effectivement, vous l'avez dit, de défendre les droits fondamentaux des personnes qui vivent en bidonville. Et parmi cette réalité, il y a effectivement de lutter contre l'antiziganisme, de lutter contre les discriminations dont sont victimes, que subissent des habitants de bidonville. Peut-être mon propos va s'articuler autour de comment elle se manifeste, cette exclusion des personnes roms en France à l'heure actuelle, et notamment de ces personnes roms qui vivent dans des lieux de vie informels, dans des bidonvilles, des squats. Et dans un deuxième temps, c'est un petit peu modeste à ce stade, et je crois que la table ronde avancera plus, la table ronde numéro 2 avancera plus sur ce sujet, mais de quelle est la place aussi des parlementaires, de la puissance publique, de l'État, pour combattre l'antiziganisme, ou en tout cas pour essayer de se mobiliser, et aussi des associations bien sûr. Quelques formes de manifestation de cette exclusion dans le débat public, et ce n'est pas que le débat public, d'ailleurs c'est dans la vie publique française. Mon propos va bien sûr se baser beaucoup plus sur le 21e siècle, donc à partir des années 2000, c'est la transition avec le propos d'Adèle. Peut-être un premier exemple, mais qui commence à dater, c'est la question des mesures transitoires qui a été mise en place en France de 2007 à 2014. Il faut quand même se rappeler ça, donc ça vient maintenant un peu plus de 15 ans. La Bulgarie, la Roumanie ainsi que d'autres États membres, enfin en tout cas arrivent dans l'Union européenne dans les années 2000. Il est question très rapidement finalement d'imposer des mesures transitoires pour globalement contraindre, voire empêcher totalement l'accès des ressortissants roumains et bulgares au marché du travail. Et ça, c'est une première forme d'exclusion qui est importante, parce que déjà, elle révèle quelque chose de la nature du débat politique en France et de pourquoi, en fait, la France a décidé pendant 7 ans d'exclure une partie, enfin d'exclure les ressortissants bulgares et roumains du marché du travail. Et ça aussi, ça a contraint, et c'est assez bien documenté, mais des populations roumaines et bulgares qui vivaient en bidonville, dans les lieux de vie informels, à adopter tout un tas de stratégies informelles aussi au regard du marché du travail, et notamment de comment est-ce qu'on accède à des ressources si on ne peut pas avoir un CDI, si on ne peut pas travailler. Donc en fait, il y a toute une économie différenciée, informelle qui peut se mettre en place. Et cette exclusion, on voit bien qu'elle produit toujours des effets à l'heure actuelle aussi, 15 ans plus tard, puisque pendant des années, en fait, on a empêché à des gens d'accéder au marché du travail. Donc, en termes de survie, il a fallu trouver d'autres solutions, des alternatives, et on voit bien qu'il y a des retentissements des années plus tard. Une autre forme d'exclusion qui est importante et qui se manifeste depuis maintenant 20-25 ans dans le débat public, c'est la question des discours hostiles, des discours racistes à l'encontre des personnes roms ou identifiées comme telles. On a énormément d'exemples. En 2010, le discours de Grenoble de Sarkozy, Brice Hortefeux, qui amalgame tout un tas de situations très différentes et qui produit des effets délétères dans le débat public. On se rappelle qu'en 2010, par exemple, Nicolas Sarkozy, je le cite, il a appelé à démanteler tous les camps roms pendant l'été. Et donc on voit bien que cette parole-là, derrière, on peut voir des choses assez similaires en 2022 aussi dans le débat public français, mais à partir du moment où des hommes politiques se permettent une parole décomplexée dans le débat public sur ces enjeux-là, pourquoi est-ce que des personnes en France racistes ou xénophobes s'empêcheraient de parler? À partir de ce moment-là, ça libère une forme de parole. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit bien dans, par exemple, la CNCDH, donc la Commission nationale consultative des droits de l'homme, des droits humains, pardon, chaque année publie un état des lieux sur le racisme, où elle analyse la tolérance, en tout cas, oui c'est ça, la tolérance des Français et des Françaises vis-à-vis de populations minorisées, marginalisées. Et on voit bien, donc chaque année, elle produit l'indice longitudinal de la tolérance. Et on voit bien que dans les années 2010, 2013, dans un moment où il y a le discours de Grenoble, mais on le sait quelques années plus tard, les propos de Manuel Valls sur les Roms, en tout cas qu'il tient sur une radio publique, ou encore
l'affaire Leonarda, enfin, tout ça a produit des effets délétères dans le débat public, et on le voit bien, c'est des moments où clairement on a une tolérance des Français vis-à-vis des personnes roms. Alors roms, c'est au sens très large, hein, au niveau de la CNCDH, les voyageurs, les personnes roms. On voit bien que cette tolérance, elle décroche complètement. Un autre phénomène qui est intéressant, je trouve, et qui a une persistance dans le temps, Adèle en a dit un mot, mais c'est la question des rumeurs. Et la question des rumeurs, elle est concrètement, elle est centenaire. Hein, ça fait plusieurs centaines d'années qu'il y a des rumeurs autour des populations dites itinérantes, voyageuses, roms. Et c'est intéressant de voir qu'en fait cette rumeur, elle est toujours là. Il n'y a pas un moment avec il y a des moments où il y a des pics de cette rumeur. Et cette rumeur, elle est assez protéiforme. Elle peut prendre voilà, différents aspects. Je vais en citer deux. Il y a effectivement le printemps 2019 avec la résurgence d'une rumeur autour d'une camionnette blanche et de personnes roms qui enlèveraient des enfants sur la voie publique, ce qui n'a jamais été avéré à la fois par les forces de sécurité, les forces de police, la préfecture. Et en fait, cette rumeur, elle produit des effets très concrets dans le débat public et justement directement sur les personnes. On avait recensé à l'époque avec la Voix des Roms au moins 38 agressions visant des personnes roms ou d'ailleurs des personnes identifiées comme roms mais qui ne l'étaient pas forcément. C'est très important de voir qu'une des manifestations de l'anti-tsiganisme, c'est qu'en fait on s'attaque aux tziganes supposés avec un grand T, mais c'est un imaginaire très puissant. Et donc la Voix des Roms le cite régulièrement. On avait, je crois, une personne d'Amérique latine qui avait été tabassée parce qu'elle avait été identifiée comme rom. Donc on a ce lien direct entre des rumeurs qui naissent en ligne sur les réseaux sociaux, donc dans un moment, voilà, une époque différente aussi, avec une explosion des rumeurs, elles se diffusent sur TikTok maintenant, voilà. Je fais le pont avec 2022, une autre forme de rumeur, on n'était plus sur la camionnette blanche, mais cette fois-ci sur la mendicité, et la mendicité qui utilise, en tout cas, le lait des personnes qui font de la mendicité, et qui effectivement ont été visées parce que soi-disant, elles auraient tenté de kidnapper des personnes sur la voie publique autour d'une histoire de lait pour les enfants. Bon, en fait, tout ça est très confus, on le voit bien, tout part d'une vidéo TikTok d'une jeune Marseillaise qui prétend avoir été victime d'un kidnapping à la gare Saint-Charles. Il y a une rumeur complètement infondée. Elle explique elle-même quelques jours plus tard que finalement elle s'est trompée, mais qu'elle ne veut pas enlever sa vidéo parce que sa vidéo a fait 3 millions de vues sur TikTok et tout ça c'est monétisé, ça rapporte de l'argent. Et petit à petit, on le voit bien, on l'a analysé, on voit que comment dans plusieurs villes françaises, d'abord Marseille, puis Lyon, Paris, cette rumeur s'est répandue et en fait elle a fini par toucher également toutes les personnes qui faisaient de la mendicité. On suivait de près ce phénomène avec le collectif Roms Europe, mais aussi d'autres associations, je pense à la Voix des Roms, parce qu'on s'est dit en fait à un moment cette rumeur elle va potentiellement produire des effets, c'est-à-dire on va peut-être avoir des gens qui vont se faire tabasser aux alentours des gares parce qu'elles sont identifiées comme roms. Et ce qui est intéressant c'est que cette rumeur elle s'est aussi propagée finalement à toutes les personnes qui faisaient de la mendicité, également des personnes qui venaient de plus loin, enfin, des personnes de Syrie. Et donc il y a eu tout un amalgame de choses, et heureusement cette fois-ci on n'a pas connu ce qui s'était passé en mars et avril 2019 avec voilà, cette quarantaine d'agressions au moins dans le débat public. Donc ça c'est aussi, voilà, ces rumeurs elles produisent une exclusion parce que ces rumeurs, et on sait très bien malheureusement qu'à un moment ou un autre, on ne sait pas quand, mais elles vont ressortir. Elles vont à nouveau être propagées, déformées, amplifiées. Ces formes d'exclusion, je trouve que ce qui est intéressant aussi, on a pour répondre, la puissance publique, pour répondre à ces phénomènes de bidonville, de squat qui soi-disant seraient réapparus à la fin des années 90, au début des années 2000, même s'ils n'ont jamais vraiment disparu, mais ce n'est pas forcément l'objet de notre matinée. On a une réponse qui a été apportée par la puissance publique, par les communes, les collectivités, qui sont, je mets des guillemets, des villages d'insertion, pour résorber ces bidonvilles, ces squats. Et ça, pareil, ça a été documenté longuement, notamment par différentes chercheuses. On a effectivement des villages d'insertion qui ont été créés comme une solution pour résorber les bidonvilles. Ce qu'on constate avec 15 ans de recul sur ces villages d'insertion, puisqu'ils ont commencé globalement à apparaître à la fin des années 2000, début 2010, c'est que c'est un phénomène particulièrement essentialisant, que globalement on comprend que la puissance publique conçoit ces villages d'insertion pas pour les habitants de bidonville, mais en fait pour les Roms. C'est des propos qu'on retrouve dans la littérature, dans les comptes rendus, dans les conseils municipaux, dans les réunions d'administration. Et donc on a une réponse complètement catégorielle, ethnicisante, et ce qui pose beaucoup de questions, puisqu'en fait, s'il y a des personnes qui vivent en bidonville qui ne sont pas
roms, on voit bien en fait que globalement cette réponse-là en termes de politique publique, en termes de village d'insertion, elle ne va pas être apportée. Et ça c'est la marque aussi d'une exclusion, alors d'une forme d'exclusion, là qui pour le coup, ces villages d'insertion peuvent aboutir à des résultats, et notamment à ce que des personnes aillent dans un logement, mais ça nous pose question, en tout cas c'est la marque d'une exclusion. Et peut-être sur la dernière exclusion importante pour nous, avec une actualité aussi, c'est celle des expulsions. Je vais être un peu plus concret. Donc, on a des lieux de vie informels, des squats, des bidonvilles, des regroupements de tentes, des campements aussi, ce qu'on peut appeler campements parfois. Et sans rentrer trop dans le détail, mais on a des expulsions collectives qui visent ces lieux de vie, des expulsions qui sont répétées, qui sont clairement le signe aussi, on le dit, on le pense, d'une forme d'antiziganisme dans le débat public, c'est-à-dire clairement ces expulsions, qu'est-ce qui se passe? C'est donc soit une décision de justice ou un arrêté municipal préfectoral, un lieu de vie qui va être expulsé assez tôt le matin par les forces de l'ordre, on détruit les biens des personnes, on détruit les baraques, les abris de fortune qui avaient été construits, et globalement on emmène, on propose à des gens une seule solution, dans la plupart des cas c'est soit 3 nuits d'hôtel, soit le retour à l'errance. Bon là je schématise, mais on voit bien qu'en fait ces expulsions elles sont continues, en fait ça fait plus de 20 ans qu'il y a des expulsions, qu'on a expliqué que les associations ont montré qu'elles produisaient le retour à l'errance, qu'elles étaient globalement insatisfaisantes, qu'elles coûtaient cher et qu'elles ne résolvent pas le problème. Et ces expulsions, là on a publié cette semaine, mardi dernier, avec d'autres associations en tant que collectif From Europe, un nouveau rapport, l'Observatoire des expulsions de lieux de vie informels, et ce phénomène il est loin de s'essouffler en fait. Ça fait plus de 10 ans qu'on explique que ces expulsions ne servent à rien. Et malgré tout, ces personnes, des personnes roms, entre autres, continuent d'être expulsées. Donc, peut-être quelques pistes de solutions, ou en tout cas pour réfléchir à comment est-ce que aussi les parlementaires, la puissance publique peuvent se mobiliser, comment est-ce que aussi les associations pour combattre l'antiziganisme peuvent se mobiliser. 2 axes, peut-être un premier axe qui pour nous est important, et vous l'avez mentionné, Madame la députée, c'est comment, pour nous, il est important de faire vivre cette question déjà à un niveau politique et institutionnel. C'est-à-dire pour que la question de l'antiziganisme, la question des exclusions, des discriminations qui visent les personnes roms, elle existe dans le débat public. Trop longtemps, elle a été invisibilisée. Globalement, quand on parlait de racisme, d'antisémitisme, de discrimination, on n'incluait pas du tout cette question. Donc, premier point que je voulais citer, c'est que vous avez parlé du fameux plan interministériel de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine. Peut-être dire 2 mots sur ce plan. Il marque un léger tournant, voilà, je veux le dire ainsi. Il a été publié en janvier 2023. C'est aussi le fruit d'un travail de co-construction avec des associations, ce qu'il faut souligner. C'était la première fois, à notre sens, qu'il y avait effectivement des associations, La Voix des Roms, mais aussi le collectif From Europe et d'autres associations qui ont été entendues, associées à l'élaboration de ce plan par la ministre de l'époque, Isabelle Rome. Puis ensuite des groupes de travail, à la fois qui réunissaient des ministères, mais aussi des associations, autour de 5 axes qui finalement figurent dans le plan, autour de l'éducation, de la justice, de la réponse pénale, entre autres. Et ce plan, pour la première fois, il inclut cette question de l'antiziganisme. Tant mieux, c'est bien, c'est un premier point. Voilà, on est passé de pas grand-chose à une première étape. Maintenant, le fossé est immense, c'est-à-dire qu'on a besoin de financements précis pour aller alimenter des actions, des projets qui sont mis en place par des associations pour lutter contre les stéréotypes, pour intervenir dans les milieux, dans les écoles concrètement, pour former les professeurs, pour former les magistrats, pour former tout un tas de personnes dans la société qui vont être au contact de personnes qui se définissent comme roms, entre autres, et pour globalement inverser la tendance. Et on part de très très loin. On a eu un changement de gouvernement l'été dernier, avec un changement de ministre en charge de l'égalité des chances. On a l'impression qu'il y a un petit moment de flottement quand même autour de la question de l'antiziganisme, et pas que des discriminations. Il y a ce plan, il y avait un comité de suivi qui avait été lancé en juin dernier pour réunir les associations, les ministères autour de la table, et la ministre. Ce comité de suivi ne s'est pas encore réuni, les 1 an du plan arrivent en 2024, donc voilà, on compte sur les parlementaires aussi pour mettre la pression et faire comprendre au gouvernement qu'on a besoin de davantage de moyens. Et puis ce plan, il est très bien en théorie sur le papier, mais il faut
qui soit financé. Il faut qu'on ait des moyens supplémentaires aussi pour financer tout simplement la DILCRA, en France, cette délégation interministérielle qui agit sur ces questions de racisme. En matière aussi d'antiziganisme, on a besoin d'avoir des contre-discours publics. C'est-à-dire qu'on le voit bien, il y a tout un tas de discours qui se projettent dans les imaginaires, les discours dont j'ai parlé, racistes, xénophobes, stigmatisants, mais en fait on n'entend pas les autres discours. On entend malheureusement assez peu d'autres formes de discours, et en plus on sait pour le coup que des discours publics produisent des effets sur l'opinion publique. On a un exemple, c'est celui de François Hollande en 2016, dans un discours important, qui reconnaît la responsabilité de la France dans l'internement des nomades dans les années 40 en France. Et on le voit bien si on regarde le rapport de la CNCDH de cette année-là, de 2017, qui montre qu'il y a eu un bond dans la tolérance qu'ont les Français vis-à-vis des personnes roms, un bond de 30 points. Et donc voilà, pour nous, on fait, et la CNCDH le fait, un lien direct entre une parole publique et effectivement une tolérance qui s'accroît à l'encontre des personnes roms. Et on le voit bien sur ce genre de... Enfin, là-dessus, on a globalement un débat public en France où on est très loin du compte. C'est-à-dire qu'on a eu, par exemple, un sénateur de l'UDI, Hervé Marseille, qui au début de l'année tient des propos anti-tziganes à la radio ou à la télé, je ne sais plus, qui n'est pas condamné, qui n'est même pas ostracisé par la classe politique, qui clairement peut continuer à exercer sa fonction de sénateur. Un parallèle, il y a quelques semaines en Belgique, il y a un homme politique qui s'appelle Conner Rousseau qui a tenu des propos anti-tziganes en état d'ivresse devant des caméras. Bon, là, pour le coup, c'était compliqué, il y avait des preuves assez matérielles. Il y a eu une forme de médiation pénale, il a été contraint de suivre une thérapie pour comprendre l'impact de ces mots sur les personnes roms. Et enfin, de visiter un lieu mémoriel en lien avec le génocide tzigane. Et il a également démissionné de ses fonctions. Donc vous voyez un peu le fossé qu'il y a entre une réponse dans un pays comme la Belgique et la France, où globalement, tenir des propos de tziganes à la télé, à la radio, dans l'enceinte de l'hémicycle, ça n'a aucun impact sur la carrière politique de ces hommes politiques. Donc voilà, on en est très loin. Donc ça, voilà, je sais qu'on est dans une enceinte aussi parlementaire, donc je voulais le rappeler. Et enfin, un deuxième axe peut-être de comment on peut aussi se mobiliser sur la question de l'antiziganisme, mais ça c'est plus un axe collectif sur les associations. Il y a un enjeu pour des associations de continuer à porter cette parole dans le débat public, de sensibiliser, comme on l'a dit, effectivement, pour nous en tout cas, je parle beaucoup plus de ce qu'on fait au sein du collectif From Europe avec nos associations membres, c'est-à-dire de créer des outils de lutte contre les stéréotypes, pour déconstruire les préjugés que peuvent avoir notamment tout un tas de personnes qui sont en contact avec des personnes roms à l'heure actuelle, que ce soit des travailleurs sociaux, des personnels hospitaliers, des bailleurs sociaux, des associations aussi, parce qu'elles sont concernées parfois par des phénomènes d'antiziganisme, en tout cas de préjugés. Et donc pour ça, on a un besoin de créer des outils, de créer des structures, d'apporter de la connaissance dans le débat public, de vulgariser aussi les propos, de montrer qu'effectivement il y a bien des entraves, par exemple. Nous, on avait réalisé une vidéo en début d'année de la chercheuse Anne-Cécile Cazot qui faisait état d'une recherche transnationale qui s'appelle Air Home et qui montrait par exemple comment dans 6 pays européens on avait une discrimination très claire des personnes, notamment des femmes roms, dans leur accès à un logement social. Et elle montrait comment tout ça a été construit par tout un tas de fantasmes, de préjugés, qui fait que globalement on attribuait moins, vous voyez avec des données, de logements sociaux à des personnes qui étaient identifiées comme roms dans l'espace public. Donc on le voit bien, on a un besoin aussi, nous associations, de faire le job, de proposer ces outils-là. Et en la matière, on a quand même, on le voit, énormément de travail à faire. Nous, ce qu'on propose au sein du collectif From Europe, donc on n'est pas une asso directement de personnes concernées, il y a d'autres associations effectivement qui sont davantage concernées. On essaye, voilà, tant bien que mal d'être des alliés de cette cause-là, de l'antiziganisme, de former nos membres, de sensibiliser nos membres, de mettre en lien nos membres aussi avec des personnes concernées. Mais voilà, je pense qu'on a encore un énorme travail aussi à faire, y compris en termes associatifs, pour laisser la place aussi à des personnes concernées, pour prendre la parole dans les médias et pour parler d'antiziganisme. Merci. Merci beaucoup Anthony. Donc c'est vrai que je pense que l'un des axes majeurs c'est la question de
de la parole publique. Et je pense que voilà, ça peut effectivement, alors ça peut être la parole publique peut amener effectivement de bonnes choses quand le discours finalement va dans le bon sens, mais ça peut aussi créer de sérieux désagréments. Enfin, Julie pourra nous en parler pendant la 3e table ronde, mais quand on a une maire qui publie une pétition pour dire aidez-moi à les mettre dehors, c'est extrêmement délétère ici.